Ce n'est pas juste en fait un mot sur un papier, c'est une feuille de route. Et bien pour ces personnes en fait, le diagnostic est une libération. Il faut l'utiliser comme clé de compréhension. J'ai pas envie de coller une étiquette sur mon enfant, je veux pas qu'on lui donne déjà une étiquette. En fait, il faut pas que le diagnostic devienne l'identité de la personne. L'absence de diagnostic en fait n'est pas une absence de réalité. Attendre le diagnostic pour commencer à agir, en fait, c'est peut-être une erreur. Bien utilisée, c'est une boussole. Mal utilisée, ça peut être une cage. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller faire un bilan pour avoir un diagnostic? Cette question, en fait, je l'entends toutes les semaines, dans mes suivis, dans mes accompagnements, dans mes messages privés aussi. En fait, j'ai des parents qui se posent tout le temps la question pour leurs enfants. Et aussi des adultes qui se la posent aussi pour eux-mêmes. Et à chaque fois, derrière cette question, en fait, moi, j'entends autre chose. J'entends. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et si on me dit que finalement il n'y a rien? Ou, à l'inverse, j'entends aussi, et si on me dit qu'il y a quelque chose? Est-ce que je suis prête à l'entendre? Le diagnostic, c'est un mot qui fait à la fois tant espérer et tant peur. En fait, ce papier qu'on attend pendant des mois, parfois même des années, parce qu'on sait que les délais peuvent être un petit peu longs pour les rendez-vous, et qui, en fait, une fois elle est arrivée, ne répond pas toujours, en fait, aux questions qu'on se pose vraiment. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire si tu dois ou ne dois pas faire un bilan. Ce n'est pas mon rôle, en plus. Et en plus, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce que je vais faire, par contre, c'est te donner toutes les clés pour que toi, tu puisses décider, en pleine conscience, sans culpabilité, que tu sois parent d'un enfant qui se questionne, ou que tu sois adulte, qui se questionne aussi dans tout ce qu'on dit, tout ce qu'on lit sur la neuroatypie. Bienvenue dans Wonder Parent. Je suis Noémie, thérapeute en guidance parentale et psychoéducation et réflexe archaïque. Et aujourd'hui, on parle de diagnostic, avec toute la nuance que ce sujet mérite. Alors avant tout, je voudrais qu'on clarifie justement ce que c'est un diagnostic, parce que beaucoup de personnes ont une image floue ou biaisée de ce que c'est réellement. Un diagnostic, c'est la reconnaissance officielle d'un profil de fonctionnement établi par un professionnel de santé qualifié. Ça peut être un neuropsychologue, ça peut être un pédopsychiatre, un psychiatre, un médecin spécialisé. Il se base sur des bilans, des observations et des tests standardisés. Les tests ne font pas que le diagnostic. L'aspect clinique va être très important, les temps d'échange du professionnel vont être très importants aussi pour établir le diagnostic. On peut reconnaître un TDAH, un TSA, un haut potentiel intellectuel, une dyslexie, une dyspraxie, une dyscalculie, un trouble anxieux aussi, un trouble du traitement sensoriel ou une combinaison de plusieurs de ces profils. C'est ce qu'on appelle en fait les doubles ou les triples diagnostics. Et c'est très fréquent, autant chez les enfants neuroatypiques que chez les adultes. Ce que le diagnostic n'est pas, et ça c'est important, c'est une sentence. Ce n'est pas en fait une étiquette définitive collée à vie sur le front de ton enfant ou sur le tien en fait. C'est une carte, une façon de mieux lire, de mieux comprendre le mode de fonctionnement. Et comme toute carte, elle est utile en fait si tu sais comment t'en servir. Et moins utile si tu te contentes de la regarder sans bouger. Alors, diagnostic ou pas diagnostic? Commençons par les bonnes raisons d'en faire. Alors, raison numéro 1, mettre fin à des années de doute. Il y a en fait des familles qui se battent depuis des années sans comprendre ce qui se passe. Et je sais parce que moi aussi, je suis passée par là, justement. L'enfant qui n'arrive pas à lire malgré des heures de travail, ou qui ne comprend pas ce qu'il lit. L'adulte qui a toujours su qu'il fonctionnait différemment, sans pouvoir le nommer, et qui en a souffert aussi peut-être.
La mère qui s'est entendue dire pendant 10 ans que son fils était paresseux, mal élevé, difficile, enfant tyrannique. Et bien pour ces personnes, en fait, le diagnostic est une libération. Pas parce qu'elle règle le problème, évidemment, mais parce qu'elle dit tu n'as pas imaginé, ce que tu vivais en fait était réel. Et voilà pourquoi ça existe. Et le soulagement que j'observe chez ces parents ou chez ces adultes, quand ils reçoivent enfin une réponse, c'est quelque chose de vraiment profond. Presque physique. Comme si en fait un poids qu'ils portaient depuis des années tombait enfin. Qu'il y avait vraiment des explications réelles à des comportements, à des situations, et que tu n'as pas besoin en fait de devoir justifier, tout simplement. Raison numéro 2. Accéder à des droits et à des aménagements. Alors, dans une réalité très concrète du système français, le diagnostic, en fait, ouvre des portes. Pour un enfant, ça peut être la mise en place d'un PAP, d'un PPS, du dossier MDPH, le fameux dossier MDPH, les aménagements au niveau des examens, l'accès à des prises en charge aussi remboursées. Mais sans diagnostic, en fait, ces portes restent complètement fermées, même quand les difficultés sont vraiment évidentes. Et pour un adulte, c'est pareil en fait, les aménagements au milieu professionnel, par exemple les reconnaissances RQTH, les prises en charge thérapeutiques aussi peuvent être adaptées. Alors ce n'est pas juste en fait une formalité administrative, c'est parfois la différence entre un enfant qui survit dans le système scolaire et un enfant qui peut enfin apprendre dans des conditions adaptées. Et ça, on sait que ça change tout, justement, parce que quand l'enfant est vraiment dans des conditions adaptées au niveau scolaire, les apprentissages peuvent se dérouler, bien sûr. C'est pas une question de capacité, c'est juste une question de fonctionner différemment. Raison numéro 3, comprendre pour mieux accompagner. Et alors ça, je dirais que c'est le point central vraiment des raisons. Dans mon travail, en fait, je vois souvent des parents qui accompagnent leurs enfants un peu à l'aveugle, qui font de leur mieux, qui essayent tout, mais du coup qui s'épuisent parce qu'ils ne comprennent pas vraiment le fonctionnement spécifique de leur enfant. Ils n'ont pas les clés de compréhension. En fait, un bilan neuropsychologique complet et normalement bien expliqué donne un profil de fonctionnement précis. Ça va être les forces, les fragilités, les stratégies qui marchent sur ce cerveau-là. Ce n'est pas juste en fait un mot sur un papier, c'est une feuille de route. Et pour les adultes, ça va être clairement de comprendre son propre fonctionnement. Et ça peut vraiment transformer en fait radicalement la façon dont on va travailler, mais aussi dont on vit au quotidien et dont on se perçoit soi-même. 4e raison, lever la culpabilité. Alors ça, c'est un gros sujet. Ça, c'est peut-être la raison la plus sous-estimée, je pense, du diagnostic. En fait, le diagnostic peut dire à un parent, en fait, c'est pas de ta faute. Il peut dire aussi à un enfant, tu n'es pas paresseux, tu fonctionnes juste différemment. Il peut dire aussi à un adulte, tu n'as pas mal travaillé toute ta vie ou tu ne t'es pas mal comporté toute ta vie, c'est juste que ton cerveau fonctionnait autrement. Alors ça n'efface pas des années difficiles, on est d'accord, mais par contre, ça leur donne un sens, ça donne une explication et ça déplace le problème. C'est-à-dire que ce n'est plus la personne qui est le problème. Non, c'est le mode de fonctionnement qu'il va falloir chercher. Ok, alors maintenant, c'est là que je veux être vraiment honnête avec toi. Il y a aussi des situations où le diagnostic, en fait, n'est vraiment pas la priorité. Alors oui, c'est peut-être un petit peu contre-intuitif, mais tu vas voir. Ou du moins, j'ai envie de dire, c'est pas urgent de le faire. La nuance numéro 1 que j'apporterai, c'est le diagnostic qui ne change pas l'enfant devant toi. En fait, un diagnostic ne va pas modifier le cerveau de ton enfant ni son fonctionnement. Il ne fait pas disparaître les difficultés, on soit bien d'accord. Il ne donne pas automatiquement les clés de comment l'accompagner au quotidien. Et c'est là un petit peu justement où j'interviens et où je peux accompagner. Justement parce que tu es vraiment dans un no man's land où, oui, tu vois des difficultés, mais là, à l'instant T, en fait, le fait de faire un diagnostic ne va rien changer dans ton quotidien, mais par contre,
tu vas pouvoir aller chercher des outils pour l'aider. J'ai accompagné en fait des familles qui avaient attendu 2 ans pour avoir un diagnostic, 2 ans d'attente, d'espoir, d'angoisse, et qui, le jour où le papier est enfin arrivé, en fait, elles se sont retrouvées exactement au même endroit, avec les mêmes questions, les mêmes défis, les mêmes nuits difficiles. Parce qu'en fait, le diagnostic, il dit quoi, mais il dit pas comment. Il dit à ton enfant, ben oui, en fait, tu as un TDAH. Mais il ne dit pas, voilà comment gérer la crise du soir quand tu rentres de l'école. Ou voilà comment parler à ton professeur. Ou voilà comment préserver ton couple dans tout ça. Nuance numéro 2. L'attente peut être assez délétère. Alors, j'arrive sur un terrain un petit peu glissant. J'en ai bien conscience, mais c'est vraiment la réalité du terrain. En France, en fait, les délais pour obtenir des bilans neuropsychologiques dans le secteur public peuvent atteindre 2 à 3 ans. Alors, dans le privé, le coût est souvent beaucoup plus élevé, c'est clair, hein, et souvent non remboursé, dans la plupart des cas. Alors du coup, les délais peuvent être un petit peu plus courts dans le privé, on est bien d'accord, mais c'est vrai que c'est un sacré budget aussi à prendre en compte. Et pendant ce temps-là, ton enfant, il est toujours à l'école, toujours en difficulté. L'adulte, il est toujours au travail, il est toujours confronté parfois à un certain mal-être. Et la famille est toujours dans une réalité parfois difficile, peut-être aussi par rapport à la fratrie. Donc attendre le diagnostic pour commencer à agir, en fait, c'est peut-être une erreur. On peut, et je dirais aussi, on doit parfois commencer à accompagner, à adapter, à soutenir avant, en fait, d'avoir le papier. L'absence de diagnostic, en fait, n'est pas une absence de réalité. Et tu connais ton enfant. Donc j'ai envie de dire, fais-toi confiance et vas-y, commence à l'aider déjà maintenant, même si tu n'as pas encore le diagnostic, parce que tu sais quoi faire. Nuance numéro 3. Le diagnostic peut devenir une étiquette enfermante. Alors, je vais un petit peu détailler ça. En fait, c'est parfois un risque que j'observe aussi dans ma pratique. Une fois que le diagnostic il est posé, certaines familles, ou voire même certains enfants, en fait, vont s'y accrocher d'une façon qui peut devenir un petit peu limitante. Comme si, en fait, les phrases que j'entends, c'est « il ne peut pas faire ça, en fait, il a un TDAH » ou « elle est comme ça parce qu'elle est HPI ». C'est normal qu'il explose, il est TSA. Ok, en fait. D'accord, le diagnostic, il devient une explication, mais là, en fait, on va vraiment enfermer la personne. Et je trouve que l'enfant, lui, intègre aussi cette étiquette comme une identité fixe. En fait, il ne faut pas que le diagnostic devienne l'identité de la personne, qu'elle soit grande ou petite. Donc, au lieu de comprendre comme un mode de fonctionnement, de s'adapter, de développer, en fait. Le diagnostic, il ne va pas poser une étiquette sur la personne, il ne va pas falloir s'en servir en utilisant ça comme prétexte. Non, en fait, il faut l'utiliser comme clé de compréhension. Un diagnostic, en fait, bien utilisé, c'est une boussole. Mal utilisé, ça peut être une cage. Et la différence, ce n'est pas le diagnostic en lui-même, mais en fait, c'est ce qu'on va en faire. Et c'est ça le plus important. Nuance numéro 4, le diagnostic ne répond pas à toutes les questions. Alors certains parents et adultes qui cherchent le diagnostic comme une réponse à une question plus profonde, pourquoi mon enfant il est comme ça, ou pourquoi je suis comme ça. Alors là, en fait, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, on n'y répondra pas. Et parfois, en fait, le diagnostic peut un petit peu répondre à ces questions, mais parfois, en fait, il ne répond que en partie. Et parfois, il soulève de nouvelles interrogations. Je crois que c'est peut-être ça le plus difficile, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Le diagnostic dit ce qu'il voit à travers des outils d'évaluation, mais il ne voit pas tout. Et comme dit, il est établi à un instant T. Il ne voit pas l'histoire familiale, il ne voit pas les traumatismes, il ne voit pas la personne entière derrière le profil. Alors après tout ce que je viens de dire, diagnostic ou pas diagnostic ? Voilà la question que je pose systématiquement aux personnes qui me consultent sur ce sujet. Elle est simple et elle change tout. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu avais le diagnostic ? Alors si la réponse est « je demanderais des aménagements à l'école »,
Alors là, ouais, j'ai envie de dire oui, évidemment, le diagnostic, là, il est clairement nécessaire et vas-y. Par contre, si la réponse est je comprendrai mieux mon enfant, alors il y aura d'autres chemins pour y arriver en parallèle et en attendant le bilan. Si la réponse est je saurai enfin que je ne suis pas fou ou je ne suis pas folle, alors peut-être que ce dont tu as besoin en premier, c'est d'un espace pour être entendu et validé. Pas forcément d'un papier en fait. Et si la réponse est je ne sais pas, alors on n'est peut-être pas encore au bon moment pour le bilan. Et c'est ok. Le diagnostic en fait, il est un outil. Comme tous les outils, il est utile quand on sait pourquoi on en a besoin. Et il est moins utile quand on le cherche parce qu'on ne sait plus quoi faire d'autre, en fait. Ce n'est pas une fin en lui-même, c'est juste un début. Un début de compréhension et un début d'accompagnement. Un début de chemin qui, lui, ne s'arrête pas à la réception du rapport. Et pour les adultes, qui se posent aussi cette question pour eux-mêmes, parce que oui, on peut se découvrir aussi neuroatypique à 35, 45, 55 ans, voire plus. La même question, en fait, s'applique. Qu'est-ce que ce diagnostic changerait concrètement dans ma vie? Dans ma façon de me voir, dans mes relations, dans mon travail? Si les réponses sont claires et concrètes, alors le chemin vers le bilan a du sens. Et si elles sont floues, peut-être qu'il y a d'abord un travail un peu d'exploration à faire sur soi, avant le bilan. Dans la Wonderlist d'aujourd'hui, je t'ai mis 2 ressources. La première, un livre de Laurent Mautron, en fait, qui est chercheur et lui-même autiste, où il offre un regard bouleversant sur ce que le diagnostic, en fait, révèle. Et c'est ce qu'il ne peut pas saisir d'un être humain. Et tu trouveras aussi une action à mettre en place par rapport à ce questionnement du diagnostic. Donc tu prends une feuille, tu écris cette phrase en haut. Si j'avais le diagnostic, je ferais différemment. 3 petits points. Et là, tu laisses venir. Sans censure, sans jugement, tu laisses. Ce que tu écris, en fait, va te donner une direction bien plus claire que n'importe quel conseil extérieur. Voilà. Alors, diagnostic ou pas diagnostic, hein? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse universelle, tu l'auras bien compris. Il y a simplement ta réponse à toi, celle qui correspond à ton enfant, à ta famille, à ta propre réalité. Ce que je sais avec certitude après des années d'accompagnement, c'est ceci. En fait, le diagnostic ne remplace pas l'accompagnement. Il peut l'éclairer, l'orienter, lui donner un cadre, mais c'est surtout l'accompagnement humain, patient, adapté, qui fait la différence. Alors si tu te poses cette question pour ton enfant ou pour toi-même et que tu veux un espace pour démêler un petit peu tout ça, réfléchir à voix haute et décider en conscience, c'est exactement ce qu'on fait dans Wonder Parents Solo. C'est un accompagnement individuel, rien que pour ta situation. Tu trouveras le lien pour échanger à ce sujet dans la description, juste en dessous. Et si tu veux avancer entouré d'autres personnes, d'autres parents, tu as Wonder Parents la team, le lien il est en description aussi. Ok, alors maintenant, quelle que soit ta décision, je sais que tu la prendras mieux après avoir entendu ta propre voix sur le sujet. Fais-lui confiance. Fais-toi confiance. À très vite, Wonder Parents.